Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, Jérémy Litt. Je suis stratège numérique chez Reflector Entertainment ainsi que président du conseil de diplômés de la faculté de communication de l'UQAM, dont la mission est de mettre en valeur le parcours des diplômés des diplômés de la faculté et de faire le pont entre les diplômés, évidemment, les facultés. Alors, bienvenue à Comme à la maison. On est déjà la deuxième émission. Alors, merci à tous ceux et celles qui étaient là à la première émission. C'était un énorme succès. On est très, très contents. Et on reconduit ce concept avec Stéphie Rose Niot, qui est une franco-camerounaise, donc diplômée de la maîtrise en communication 2015 et qui est une pionnière dans l'apprentissage en ligne des langues africaines. Alors, bienvenue à Bonjour à Comme à la maison. tous. Merci, Ça, bonjour. ça va bien? Ça va et toi? Ça va très, très bien malgré la chaleur accablante à Montréal. J'espère que c'est pas la même chose à Paris. Un petit peu, oui. Alors, pour vous présenter Stéphie Rose, je vais faire un peu son portrait. Alors, tu es actuellement chargé de projet numérique éducatif auprès de l'Institut français à Paris. Et tu es la fondatrice de plusieurs projets dont Je parle BASA 2.0 et qui a été fondé en 2013 et Je parle l'Afrique 2.0 qui a été fondé en 2016. Ça compte environ 15 000 abonnés Facebook, donc même, et je pense que c'est grandissant, donc des grandes communautés sur les réseaux sociaux, dont l'objectif est vraiment là, de promouvoir le plurilinguisme via l'apprentissage, évidemment, des langues africaines. Donc, et d'assurer, évidemment, un devoir de mémoire et ainsi qu'un développement durable. Donc, c'est vraiment le sujet qu'on va parler aujourd'hui. On va parler d'éducation en ligne, de e-learning en anglais. Donc, ces enjeux, les stratégies. On va parler aussi de la pandémie aussi actuelle. Donc, est-ce que, évidemment, l'éducation en ligne, c'est le sujet de l'heure, évidemment. Donc, pour poursuivre ton parcours, tu animes aussi une chronique sur RFI, donc dans la vie ici, sur la visibilité des langues africaines au 21e siècle depuis 2019. Tu es aussi conférencière en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Cameroun, afin de partager toutes tes connaissances sur les enjeux de l'apprentissage en ligne et le plurilinguisme. D'ailleurs, tu as été dernièrement speaker durant la Journée internationale de la langue maternelle en février 2020 à l'UNESCO, sous le parrainage de la francophonie. Et au niveau de ton profil plus international, tu as débuté ta carrière en 2010 en communication auprès de USAID à Accra. Et tu as ensuite tourné vers l'enseignement à Londres pendant 2 ans avant de te consacrer à nouveau à la communication, à l'éducation et au patrimoine à l'UNESCO. Donc, au cours des 3 dernières années, tu as été Digital Manager, donc gestionnaire numérique au sein de l'agence 35 degrés Nord, agence de communication stratégique et relations de presse spécialisée sur l'Afrique. Et ce n'est pas tout, Stéphie Rose. Tu vas lancer un nouveau projet, donc un bel événement avec le musée de quai Branly à Paris pour septembre dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine. Donc, si tu veux nous en parler tantôt, tu nous en parleras. Et on pourra partager éventuellement sur notre page Facebook. Et également, tu as été reçu l'été dernier à l'Élysée afin de participer à un échange avec le président Macron et le président Nana Akufo-Addo du Ghana pour parler évidemment de l'Afrique, donc des communautés afro-descendantes de France. Et finalement, tu es diplômé de la maîtrise en communication 2015. Alors, première question, en tant qu'étudiante étrangère, donc à Montréal, comment... Alors, je suis désolée, je pense que ça a bugué pendant 2 secondes. J'ai pas eu toute la question. Oh, donc, la question, aucun problème. Donc, la question est comment as-tu vécu ton parcours en tant qu'étudiante étrangère à l'UQAM? Alors, donc, Lucas, moi, j'ai été étudiante pendant 2 ans et demi et de manière générale, c'était une super expérience déjà pour rencontrer des personnes d'horizons différents. Et en tant qu'étudiante étrangère, moi, j'ai vraiment adoré l'UQAM. Déjà, je me souviendrai toujours quand j'ai reçu l'annonce positive d'être étudiante à l'UQAM. C'était vraiment, j'étais très contente. Et puis arrivé à l'aéroport, il y avait quelques personnes donc, du comité
de la queue des étudiants étrangers qui sont venus nous chercher. Donc, automatiquement, on se sentait quand même un peu moins esselé, même si pour beaucoup d'étudiants, c'est loin de ce qu'on connaît, en tout cas de chez nous. Mais j'ai vraiment apprécié cette expérience et puis ça m'a permis de rencontrer des personnes de différents horizons qui venaient vraiment de partout, avec lesquelles on pouvait échanger sur différentes thématiques, que ce soit par rapport aux cours ou même avoir des activités extrascolaires. Et puis voilà, l'UQAM, ouais, j'ai vraiment aimé cette expérience de 2 ans et demi. Et quel a été ton cours là, qui a été le plus marquant? C'était un cours avec Madame Desaulniers, avec Luce Desaulniers. C'était un cours sur l'anthropologie, sur tout ce qui avait trait au rite funéraire. Je sais que c'est un peu, c'est un peu particulier comme thème, mais moi, ça m'avait beaucoup touchée parce que c'était intéressant de voir en quelle mesure on appréhendait différemment la mort, qu'on soit dans un pays d'Amérique latine, dans un pays d'Afrique, Afrique francophone ou encore en Europe, et de réussir à mettre des mots dessus parce que c'est un sujet relativement tabou. Donc, le cours avec Madame Desaulniers était très intéressant. Et puis, j'aimais bien aussi les échanges avec les camarades, les différents exposés qu'on pouvait faire. C'était vraiment, ouais, c'était intense et intéressant. Donc, un parcours marqué sur la culture, je pense que c'est vraiment ce qui définit vraiment ton parcours, le devoir le devoir de la mémoire au final. Donc, faisons le point un peu vers la maîtrise, justement. Donc ton mémoire était intitulé Enjeux de l'éducation pour tous à travers des actions non gouvernementales, le cas du Centre de savoir et de la valorisation de micro-recycle coopération. Donc, ce sujet-là, donc on va faire le pont un peu avec ce qui se passe actuellement. Donc, dans l'enseignement, dans le monde, avec la pandémie mondiale, comment as-tu trouvé les mesures là, gouvernementales, justement? Est-ce que c'est bien? Je sais qu'il y a eu l'éducation à la télévision, il y a eu l'éducation peut-être sur les médias sociaux, donc sur les supports numériques. Comment as-tu trouvé ces actions-là gouvernementales? Alors, dans le cadre en tout cas en France, le ministère de l'Éducation et le gouvernement de manière générale a fait en sorte de mettre des mesures adaptées à tous avec un programme du gouvernement qui s'appelle Nation apprenante. Je me souviens d'une émission qui passait tous les jours, donc de 9h à 16h, avec des programmes pour les enfants au cours préparatoire jusqu'au CM2. Ça s'appelle Lumni. Et je trouvais ça vraiment intéressant et accessible pour tous parce que, bon, même si on est dans une nouvelle ère 2020, enfin, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à un ordinateur portable, surtout quand on a peut-être 2, 3 enfants. C'est assez compliqué de permettre à un enfant de faire ses devoirs en même temps que l'autre petit frère. Donc, le fait qu'il y ait ces émissions, ces cours à la télé de manière interactive, je trouvais ça très positif. Et aussi, tout ce qui s'est passé, notamment avec RFI, les cours audio, et puis quand j'étais aussi à l'Institut français avec le réseau social pour lequel je travaillais qui s'appelle IFProf. Avec IFProf, en fait, on échangeait avec différents instituts français dans le monde, Alliance française et écoles françaises dans le monde pour permettre de favoriser au maximum le partage d'outils pédagogiques afin que les professeurs ne soient pas démunis, qu'ils puissent donc utiliser des plateformes comme Zoom ou Big Blue Button et proposer du contenu interactif afin que l'étudiant derrière, peu importe son âge, reste assez éveillé parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de maintenir l'attention d'une personne qui se trouve derrière un écran. D'ailleurs, j'espère que les personnes qui nous suivent sont très réveillées. Est-ce que, donc, la télé est un bon médium pour rendre l'éducation accessible? Est-ce que c'est le seul médium qui rend l'éducation plus accessible ou ça prend un mix, comme ça parlait avec Zoom, avec des applications, par exemple, Android? Est-ce que ça prend ce mix-là au complet? Tout seul, je pense que bon, ça peut fonctionner, mais tout seul, on n'aura pas ça sera pas aussi impactant qu'en mélangeant radio, télé, internet et aussi applications mobiles. Il faut vraiment un mixte de tout, quoi. Parce que bon, par exemple, les applications mobiles, elles proposent quand même des exercices interactifs de manière générale avec lesquels les enfants ou même les plus grands peuvent avoir donc des QCM, des questions et avoir des réponses automatiquement. La télé, c'est un peu statique, même si ça permet en soi bah, oui, de comprendre certains éléments, mais il faut réussir à, voilà, à rendre l'apprentissage ludique et interactif et participatif. Tout à fait.
Et de façon plus générale, est-ce que l'éducation en ligne est une réponse possible pour une éducation plus accessible au sens plus large? Moi, je pense que oui. Là, je vais surtout prendre l'exemple du projet Je parle Bassa 2.0 et JPLA 2.0. Donc, on fait la promotion des langues africaines en ligne à travers les réseaux sociaux, à travers un site web, à travers une application mobile. Et en tout cas, je me place d'un point de vue d'une personne qui est issue de la diaspora. C'est beaucoup plus simple, en tout cas, encore une fois, pour une personne en Occident ou ailleurs, en tout cas en dehors du continent africain, d'apprendre une langue camerounaise, togolaise ou autre à travers une application mobile ou les réseaux sociaux quand on n'est pas dans le continent. Euh, ça permet oui, de remplir un gap qui ne serait pas possible si on n'avait pas cet accès en ligne. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent sur le continent, dans les pays d'Afrique francophone. Ça, pour certains, ça peut être un peu plus compliqué parce que déjà, bon, on se connecte beaucoup plus là-bas avec un téléphone portable. La connexion coûte cher, la bande passante n'est pas toujours bonne. Et puis les ordinateurs, bon, c'est pas tout le monde qui a cet accès. Donc, de toute façon, de manière générale, pour apprendre une langue, c'est plus simple d'être immergé dans le pays dans lequel on est. Mais à distance, le e-learning permet vraiment de combler ce vide, quoi. Tout à fait. Est-ce que vous fournissez quand même des supports traditionnels pour Oui. justement pour le rendre encore plus accessible? Oui, oui. Alors, support traditionnel, on a un abécédaire en langue bassa qui est donc disponible en vente sur le site web et au Cameroun et aussi à l'Institut français, au musée Viquet Branly. Ensuite, on a des petits supports assez sympas comme des cartes de vœux avec écrit Joyeux anniversaire, bonne année en langue africaine et puis des tote bags aussi. Donc, ça aussi, ça permet de rendre ces langues un peu plus, on va dire, modernes et accessibles et visibles. Et comment on transmet justement ces connaissances-là via les médias sociaux? Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui aimeraient peut-être faire ça aussi. Comment vous êtes pris finalement pour bien transmettre ces connaissances-là? Avec les réseaux sociaux, en tout cas avec Facebook, normalement tout va assez vite, vu que c'est franchement une plateforme de viralisation Ouais. et d'échange. Donc on partage du contenu 1 à 2 fois par semaine et on essaie de faire en sorte de proposer un contenu qui peut être participatif. Pas que ce soit figé, c'est-à-dire on va demander à telle ou telle personne, dans le cadre de la fête des mères, comment est-ce qu'on dit maman dans ta langue, ou est-ce que tu peux partager un poème avec nous, ou quelle est votre chanson préférée du moment, ou alors on met des images sur l'écran et puis les personnes doivent les nommer dans leur langue. Donc ça permet aux gens dans les commentaires d'échanger et aussi de mentionner d'autres personnes. Et la mention, bon, bah, ça ramène d'autres personnes dans la page, ce qui fait que ça grandit, ça ne cesse de grandir. J'imagine qu'il doit y avoir aussi beaucoup d'effets positifs dans l'engagement parce que j'imagine, bon, c'est pas juste unilatéral. J'imagine que vous recevez beaucoup aussi de la Oui. communauté. J'imagine que devez recevoir beaucoup d'expériences positives de la communauté elle-même. Oui, c'est ça. Je parle Bassa 2.0, du coup, moi, j'ai lancé en 2013. Parce que bon, je suis française d'origine camerounaise et mes parents parlent Bassa. Et quand j'ai lancé la page, donc j'ai partagé avec mes amis, avec mes cousines, et très vite, on a reçu beaucoup de messages en privé où les gens nous disaient, bah écoute, c'est super le Bassa, mais c'est pas la seule langue du Cameroun, c'est pas la seule langue de l'Afrique. Est-ce que tu peux faire la même chose pour telle langue au Togo, au Mali? Des personnes nous envoyaient des témoignages pour nous dire, voilà, moi je suis togolaise, mon mari est sénégalais, mais nos enfants parlent ni Mina ni Wolof, ou alors je suis français, ma femme est congolaise, et on parle pas lingala, donc l'enfant ne pourra pas parler. Est-ce que tu peux développer une plateforme dans ce sens? Ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille avec 10 contributeurs en langue. Et sur notre site web, on a 7 langues d'apprentissage, donc le Bassa, le Bambara, le Douala, l'Ewe, le Kinyarwanda, le Lingala et le Wolof en niveau A1, donc niveau débutant. Est-ce que vous planifiez encore grandir justement le bassin de langue dans Oui. l'autre projet finalement? Parce que le Je parle Bassa, c'est le premier projet. Le Oui. Je parle l'Afrique, au final, c'est quoi ton but à Mm. long terme avec ce projet-là? J'ai envie de dire d'avoir toutes les langues africaines disponibles. Mais ça, c'est un véritable challenge. Alors, si on peut avoir, en tout cas, maximum de langues qu'on pourrait mettre à disposition, ça serait super. On en a 7 aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien pouvoir doubler ce chiffre, ce nombre d'ici l'année prochaine. Enfin, voilà, donc on est toujours à l'affût. On fait toujours appel à des contributeurs, quoi. Mm. Non, c'est clair. Puis,
Mais la genèse de tout ça, si on revient en arrière, là, c'est né comment, ce projet-là? C'est né au Québec, à Montréal. Ouais, du coup, j'étais étudiante à Montréal, donc en communication. Et donc, j'avais postulé pour faire un stage à l'UNESCO à Paris au sein du département Éducation pour tous et du département Patrimoine du Monde. Donc, je suis revenue à Paris pour 6 mois pour faire ce stage. Et ça faisait à peu près 1 an ou 2 que j'avais pas passé plus d'1 mois avec mes parents. Et donc, quand je suis revenue chez mes parents, ils ont toujours parlé la langue bassa. Ils nous parlaient aussi quand on était petits, mais on répondait toujours français en français parce qu'on était, je pense qu'on était un peu complexés aussi de pas avoir l'accent, le bon accent. Et quand je suis donc revenue chez eux, le bassa commençait vraiment à sonner comme une langue franchement étrangère. Et là, je me suis dit, waouh, moi, je passe mon temps à m'intéresser aux langues, aux cultures des autres. Et là, j'ai ce patrimoine que je risque de perdre quand j'étais en stage à l'UNESCO. Donc, j'étais avec le département Éducation pour tous et on travaillait sur ces thématiques de transmission, de transfert de savoir. Et ce qui me gênait toujours, c'est les chiffres de l'UNESCO, même de la Banque mondiale ou d'autres. Je peux comprendre, mais c'était toujours gênant de mettre en avant le fait que beaucoup de personnes en Afrique sont analphabètes sans prendre en considération le fait qu'en fait, ces personnes ont des langues maternelles qu'ils parlent au village et qu'arriver à l'école, même si la langue nationale de tous ces pays, la majeure partie de ces pays, en tout cas d'Afrique francophone, est le français, du coup, ça leur demandait un effort plus grand qu'une personne francophone, pure francophone, quoi. Donc, je trouvais ça toujours assez dommage. Et du coup, quand j'entendais mes parents parler bassa, je me suis dit, mince, il faut que je fasse quelque chose pour réussir à préserver cette langue et moi pouvoir les transmettre à mes futurs enfants. Donc, quand je suis repartie à Montréal pour finir ma maîtrise, j'avais échangé avec des étudiants étrangers, euh, voilà, de comment est-ce que eux se sentaient par rapport à leur langue, par rapport au déracinement qu'ils vivaient. Et de là, donc, j'ai lancé la page Facebook Je parle Bassa 2.0. Et cette page Facebook-là est aussi devenue une application, n'est-ce pas? C'est ça, Une application Android. c'est ça. Par la suite, on a développé une application Android. Ouais. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est, bon, à travers cette mission incroyable, finalement culturelle, il y a aussi la tech, donc la technologie derrière, l'Android. Donc, on parle beaucoup des femmes en tech aujourd'hui. Est-ce que c'est la tech qui est venue te chercher ou c'est la tech c'est le contraire? Est-ce que c'est arrivé sur ton chemin, tu as dû t'adapter ou c'est une passion finalement? Bah, je vais dire, c'était plus par hasard en fait. Parce que maintenant, ça fait 7 ans et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un tel engouement. C'est-à-dire que pour moi, je cherchais juste à répondre à un besoin que je pensais, un besoin identitaire que je pensais personnel. Donc honnêtement, quand j'ai lancé la page Facebook, bah, j'avais partagé à quelques cousines. Et quand on arrivait à 50, 100 abonnés, voire 200 abonnés, j'étais super contente. Je me dis, ouais, il y a 200 personnes qui veulent apprendre le bassa. Et puis voir qu'aujourd'hui, on est à plus de 14 000 juste pour le bassa et tout ce qui s'est passé par la suite. Ça m'a forcé aussi, moi, à développer, à utiliser d'autres outils pour rendre le projet plus interactif, plus propre, plus facile d'accès et puis oui, voilà, ouais, attractif. Ouais. Donc j'ai vraiment appris au fur et à mesure et c'est devenu une véritable passion. Mm. Êtes-vous une grande équipe derrière ce projet-là? Alors, comme je disais tout à l'heure, du coup, je travaille avec 10 contributeurs, donc 10 contributeurs en langue africaine. Ensuite, je pilote, entre guillemets, les échanges avec les contributeurs en langue avec une autre personne. Mais on a vraiment, enfin, c'est des gens qui viennent de partout. La personne qui s'occupe de la coordination des langues, elle est libanaise et elle est basée à San Francisco. Ensuite, les contributeurs, pour notamment une langue qui est parlée au Mali, elle est basée au Maroc. Il y a aussi des gens qui sont au Rwanda, d'autres qui sont au Sénégal. Il y a une personne aussi qui est à Montréal. Donc, c'est très international. C'est une petite équipe internationale. Bon, on la salue si elle nous écoute présentement. Oui, normalement. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, vous pouvez toujours poser vos questions à Stéphie Rose. On va pouvoir y répondre pendant ce live et même après. Donc, cette vidéo va rester. Vous allez pouvoir la regarder, la revisionner et on va pouvoir répondre en commentaire en tout temps. Alors, en parlant d'Internet, je pense que tu as réussi à faire ta place avec une communauté grandissante. Comment on fait sa place sur Internet? Comment est-ce qu'il y a des secrets? Dans ton cas, ça a fonctionné. Est-ce que tu as des conseils à donner? Je pense que c'est vraiment intéressant d'écouter l'engagement, de suivre l'engagement, de prendre le temps de lire les commentaires.
de lire aussi les messages des différentes personnes. On a un site web et sur le site web, donc, enfin, il y a Google Analytics qui est jumelé avec. Du coup, moi, ça me permet vraiment de savoir d'où viennent les différents utilisateurs, le taux de rebond, combien de temps est-ce qu'ils passent sur telle page, euh, qu'est-ce qu'ils y- qu'est-ce qu'ils cherchent en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent comme contenu. Euh, Sur Facebook, c'est pareil. On analyse toujours avec les deux community managers que je salue aussi, Victoire Eram au Togo et Aminata également pardon, excusez-moi, à Marrakech, comme je disais tout à l'heure. On analyse toujours le nombre de likes et de commentaires sur tel ou tel visuel. C'est-à-dire que si on voit un cours sur les verbes au présent de telle langue a moins fonctionné que, je sais pas moi, des phrases de la vie quotidienne, on va peut-être davantage mettre l'accent sur comment on dit ceci en telle langue. Voilà, donc on analyse vraiment l'expérience de l'utilisateur en fait. C'est très important. C'est très important d'être vraiment en symbiose avec les personnes qui nous suivent parce que sinon on peut être complètement à côté de la plaque à partager du contenu qui ne correspond même pas à ce que les gens recherchent. Mm. Tout à fait, hein. Souvent, on pense que les médias sociaux, ça peut être futile, mais en fait, il y a beaucoup de données qu'on peut recueillir quand même à travers seulement des likes ou des partages. On peut tirer Ouais. beaucoup de conclusions et adapter son contenu, évidemment, par la suite. On a une question. Alors, maintenant, je sais comment ça fonctionne, cette plateforme. Je suis capable de mettre les questions au bas de l'écran. Alors, de chez les Ra, donc, les langues africaines n'ont souvent pas de tradition écrite. Comment faites-vous pour penser leur apprentissage à travers un format écrit? Mm. Ça, c'est une très bonne question qui revient souvent. Alors, le nom des projets, c'est pour le Bassa, c'est Je parle le Bassa 2.0 et l'autre, c'est Je parle l'Afrique 2.0. Je mets vraiment l'accent sur le parler parce qu'on n'est pas spécialiste, on ne fait pas de la phonétique. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes puissent apprendre à parler, pas forcément à écrire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on écrit, c'est vraiment de l'oral et on se sert de l'alphabet latin. Donc voilà, c'est assez simple. Et puis il y a toujours un audio qui accompagne nos cours. Donc, merci pour votre question, Chélie. Alors, voilà. Alors, quelle importance des partenaires? En fait, j'imagine qu'on a besoin de partenaires pour faire ça, peut-être financiers ou gouvernemental, par exemple. Euh, quelle est leur importance? À date, euh, à date, on n'a pas eu beaucoup de partenaires financiers. On a eu beaucoup de partenaires en termes de visibilité et Oui. des grands partenaires, donc RFI, Radio France Internationale, avec les chroniques hebdomadaires sur la place des langues africaines, où il y a toujours un moment où on donne le nom du site web. Euh, la francophonie aussi, bien sûr. Le musée du Quai Branly, ça c'est certain, où nos produits sont donc en vente, disponibles chez eux. Euh, et puis ensuite, ça fait vraiment un effet boule de neige, c'est-à-dire que un partenaire va se manifester, un autre va se dire ah oui, c'est que c'est bien ce projet, et puis lui aussi va se faire son propre avis. On a aussi un partenariat avec Bayard Afrique, donc Oui. les magazines J'aime lire. Ils ont une version africaine qui est en vente en Côte d'Ivoire et au Mali. Et en fait, une fois par mois, on traduit une poésie en langue africaine. Donc c'est vraiment beaucoup de visibilité qui fait que pour nous, ça dirige aussi vers nos réseaux sociaux, vers notre site web. Donc, c'est très important d'avoir un écosystème, là, évidemment, de partenaires, Oui, pas nécessairement tout à financiers, fait. finalement, mais c'est vraiment des diffuseurs pour C'est augmenter ça. la visibilité là, de ces projets-là. Euh, si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans un projet un peu comme le tien, d'apprentissage en ligne, euh, que lui conseillerais-tu? Je pense qu'il faut surtout être passionné et aimer ce qu'on fait. C'est un peu cliché, mais honnêtement, c'est très important. Parce que sinon, on peut vite perdre patience, surtout quand on n'a pas des résultats tout de suite, sauf si on arrive à se mettre une sorte de deadline et de la suivre. Mais c'est important d'aimer ce que l'on fait et de rester passionné par ce qui nous anime. Mm. Non, tout à fait. Tout à fait. La passion, je pense, c'est la clé pour la majorité des projets qu'on entreprend, peu importe l'industrie. Ça, c'est certain. Ouais. Donc, dans le futur, avec Je parle Afrique, qu'est-ce que tu entrevois? Est-ce qu'il y a d'autres projets sur la table? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives?
Oui, 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 il y a beaucoup de choses qui sont en suspens. Déjà, on aimerait accroître le nombre de langues africaines, parce que Oui. 7, c'est bien, mais c'est très petit encore. À date, on en est au niveau A1, donc niveau d'apprentissage débutant. On aimerait pouvoir développer un niveau, disons, au moins B1, donc un peu plus intermédiaire. On aimerait aussi pouvoir créer des forums d'échange en présentiel. Parce que les e-learning, c'est très bien, mais on apprend mieux quand on a une partie e-learning et une partie présentielle. La partie présentielle, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais bon, on s'en vient. Et en période de pandémie, c'est pas non plus Voilà, c'est facile, ça. là, C'est ça. le présentiel, évidemment. Donc, j'imagine qu'en période de Oui, pandémie, c'est quand même l'apprentissage en ligne est d'autant plus pertinent, ça c'est sûr et certain. oui, 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 c'est vrai que durant les 3 mois de confinement, en tout cas qu'on a eu du côté de la France et un peu partout ailleurs, on a vu vraiment beaucoup de personnes se connecter à la plateforme en ligne, hein. Mm. Vous avez vraiment vu une augmentation, là. Oui, ouais, oui, c'est ça. C'était l'occasion, je pense, pour les gens de... Bah, beaucoup de personnes cherchaient une activité, à apprendre à faire des choses ou se perfectionner sur différentes thématiques. Donc, oui, c'est ça. On a beaucoup communiqué justement à ce moment-là là-dessus. Mais ce qui est très positif aussi, hein, d'avoir plus de temps au final. Je pense que la pandémie a eu quand même des effets très, très, très positifs sur l'apprentissage. On a parlé tantôt brièvement du musée de Quai Branly. Donc, il y aura un Mhm. événement en septembre prochain. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Oui, ça sera donc dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Donc, elles ont lieu les 19 et 20 septembre. Et nous, en fait, le dimanche 20 septembre, en partenariat donc, avec le musée, au salon Jacques Kershach, on va donc animer une table ronde. Je peux pas vous en dire plus, parce que j'attends la réponse, la confirmation d'intervenants, mais si tout se passe bien, on devrait avoir un musicien et un écrivain. L'année dernière aussi, on l'avait fait en juin, et puis ça s'était vraiment très bien passé. Et puis le musée du Quai Branly, c'est un très beau cadre. Ça permet aux gens d'échanger, de se rencontrer, et puis aussi on peut mettre à disposition des différents supports, que ce soit des livres ou des objets. Voilà. Donc, c'est ça, c'est très prochainement. Super. On a une autre question d'Éric Poirier. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager d'adapter la même approche aux langues autochtones d'Amérique du Nord? Moi, honnêtement, si je pouvais faire toutes les langues, je serais ravie. Et effectivement, après, je pense que pour ce genre de projet, encore une fois, la clé, c'est d'avoir des contributeurs. Il faut vraiment des personnes légitimes qui parlent et puis qui savent écrire, si possible, ces langues-là. Et ensuite, il faut dérouler, il faut avoir une équipe qui est motivée, une organisation. Alors, parfaitement, ça me fait penser aussi, lorsque j'ai lancé ce projet, j'ai également reçu des messages de personnes vivant en Corse pour bah, justement nous motiver à continuer et puis voir s'il y avait des synergies possibles aussi pour les langues. Des langues telles que le corse ou même d'autres langues en France qui sont moins parlées et qui ont moins de visibilité. Donc, les langues autochtones d'Amérique du Nord, bien sûr. Mm. Ouais, c'est sûr, hein, chaque langue est fragile. Même on pourrait parler de la francophonie. Euh, au Canada, par exemple, quand on parle, on a des communautés francophones à l'extérieur du Québec qui se battent encore pour préserver leur langue. Je pense que ce genre de projet-là, je parle Bassa, pourrait s'adapter aussi à des contextes même francophones, n'est-ce pas? Ouais, je pense que ça a Est-ce que bugué. ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ça oui, fonctionne? là c'est bon. Donc, la question, c'est plus dans un contexte plus au niveau de la francophonie mondiale, comme au Canada. Donc, au Canada, on a quand même aussi cet enjeu-là de la langue en tant que minorité. Euh, il y a des communautés francophones à l'extérieur du Québec. Est-ce que ce genre de projet-là pourrait s'adapter aussi? Je parle bassin, je parle français dans ce contexte-là. Dans l'espace francophone, alors honnêtement, là, là, je pense que c'est pas vraiment de mon niveau de répondre à cela. Je vais vous donner mon humble avis. En tout cas, depuis 2 ans, là, en France, le président a donc développé un programme qui s'appelle donc le plan de, je l'ai noté, une ambition pour la langue française et le plurilinguisme. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour réussir à mettre la langue française en avant,
mais avec les langues qui sont parlées aussi au sein de la francophonie, donc que ce soit l'arabe, des langues parlées au Liban, en Turquie ou autre. Donc il y a de quoi, honnêtement, tout est riche, quoi, donc il y a de quoi puiser. Mm. Alors, c'est ce qui fait, c'est la fin déjà, ça fait 30 minutes, pile poil, Oui. quand on discute. Très intéressant. Merci beaucoup, Stéphie Rose. Donc, qui est maintenant chargée de projet numérique à l'Institut français de Paris. Et pour conclure, bien évidemment, tu es diplômé de la maîtrise en communication 2015. Donc, tu as fait de communication de l'UQAM, qui est l'un des plus importants pôles d'enseignement et de recherche en communication au Canada. Donc, avec le département de communication sociale publique, l'école des médias, l'école des langues. On offre environ 12 programmes de baccalauréat, une maîtrise, 7 concentrations et un doctorat. Et une trentaine de majeurs, de certificats, de programmes, cours et de concentration. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir assisté. Merci Stéphie Rose Oui, pour ton moi je temps. voulais vraiment remercier Lucam. Lucam de m'avoir contacté. J'ai encore mon tote bag l'époque où j'étais étudiante. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'UCAM si vous voulez faire une maîtrise en communication. Je pense que c'est l'une des meilleures écoles. Merci beaucoup. Puis on peut suivre, évidemment, on peut te suivre sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Je parle Bassa 2.0, je parle Afrique 2.0. Alors n'hésitez pas à aller consulter tout ça et partager en grand nombre. Alors merci beaucoup et on se retrouve pour le prochain épisode le 22 juillet avec Xavier Avitov qui travaille chez Urbania. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.